Bienvenue à toutes et à tous dans French Listen, le podcast où on décortique, on rigole et parfois on galère ensemble sur la route de l'apprentissage du français. Moi, c'est Sandra et à mes côtés, j'ai l'incontournable Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez déjà fans du français ou encore tout petit débutant qui hésitait à vous lancer. On est super content d'être là pour parler d'un sacré défi. Peut-on apprendre le français intensif en 3 mois chrono ? Ah ça, 3 mois le marathon, ou plutôt le sprint ultime. Tu sais Bernard, je trouve ça fascinant de voir pourquoi chacun se lance. Certains parce qu'ils préparent un voyage à Paris, d'autres c'est pour le boulot, ou tout simplement parce que la belle famille n'accepte plus une énième conversation en anglais à table. La pression. Oui, j'ai eu ce stress justement. Je me souviens de ma toute première immersion en français. Alors imaginez-moi, gamin de Manchester, débarqué à Lyon, foutu face à la carte d'un resto, et là, le serveur qui me demande « fromage ou dessert ?» Et moi je comprends « fromage ou dessert ?» Je dis « les deux s'il vous plaît ?» L'éclat de rire du serveur, je ne m'en suis jamais remis. Bref, c'était la première humiliation d'une longue série. Ah mais tu sais, je crois qu'on a tous ce moment gênant en début de parcours. Et c'est limite devenu un rite d'initiation, tu trouves pas ? Allez, rentrons dans le vif. Bernard, tu fais quoi, toi, pour organiser ton apprentissage intensif ? Parce que clairement, sans planning, tout se mélange dans la tête. Alors moi, au tout début, j'étais persuadé qu'il fallait faire 8 heures par jour. La folie. Mais franchement, c'est intenable, à moins de vouloir frôler le burn-out linguistique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'avais fait, alors j'avoue, un pseudo-tableau Excel. Enfin, c'était à la main, bourré de couleurs, un arc-en-ciel raté. Le lundi grammaire, le mardi prononciation, etc. Et je croyais que je m'y tiendrais. Spoiler, au bout d'une semaine, c'était déjà le bazar. J'avais confondu les cases et recyclé le tableau pour ma liste de courses. Donc, faut pas culpabiliser, quoi. Tout à fait. Le plus réaliste pour 3 mois, d'après tous ceux qu'on a interrogés, c'est genre 1 à 2 heures par jour, régulièrement. Même les applis te le disent. La régularité, ça bat la quantité d'un coup. Enfin, sauf si t'as rien d'autre à faire, là, lance-toi à fond. Ouais, et puis, faut s'autoriser des pauses. Le cerveau n'est pas un muscle. Enfin, pas tout à fait. Ou alors un muscle très paresseux. Alors la question qui tue. Quelle méthode choisir ? Franchement, il y a de tout. T'en penses quoi, toi, Bernard ? Oh là, c'est le grand bazar, je trouve. Entre les cours particuliers, les applis comme Duolingo ou italki et même l'Alliance française, en fait, chacun va te jurer que sa méthode, c'est la meilleure. Mais la vérité, c'est que ça dépend de toi, non ? Carrément. Regarde, j'ai testé Duolingo et au bout de 2 semaines, je savais commander un café, mais impossible de comprendre la caissière à la boulangerie. Tandis que ma copine sur italki, elle s'est fait une pote d'Argenteuil. Elle papotait tous les soirs, c'est allé super vite. Et tu sais quoi ? La méthode miracle, je crois que ça n'existe pas. Sauf peut-être persévérer et piocher partout. Oui, et plein de gens que j'ai croisés à l'Alliance française, ils mixaient cours collectifs, petits tandems linguistiques, podcast, coucou, et c'est comme faire un bouillon. Tu jettes tout ce que tu trouves, tu goûtes, tu ajustes. Bon, cette métaphore est bizarre, mais t'as compris. Là, c'est le débat. Faut-il vivre en France pour progresser ? Moi, je pensais que oui. Puis j'ai tenté l'immersion à la maison, et c'est pas mal. Mais oui, franchement, qui a les moyens, le temps de tout plaquer pour Paris ? Ça peut marcher bien au chaud chez soi. Le streaming sur France Inter, des radios, coller des post-it partout. Les post-it, parlons-en. Ma coloc pensait que je devenais fou, parce que fenêtre, porte, frigo, ils changeaient de place tous les jours. J'accusais mon chat, mais c'était elle. Elle trouvait plus drôle de tout mélanger. Super utile, sauf quand j'ai voulu sortir par la fenêtre. Ou non, c'est l'inverse. Bon, je me perds dans mes propres anecdotes. Mais voilà, on peut s'immerger en mode safari urbain à la maison. Il suffit d'être un peu créatif et de ne pas avoir peur du ridicule. Parlons de la bête noire, la grammaire. Alors, soyons honnêtes, il y a quoi de vraiment essentiel à commettre les 3 premiers mois ? Pour moi, présent, passé composé, un poil de futur, et je voudrais, la politesse, ça sauve tout. Et puis, il n'y a pas mort d'homme si tu dis la table au lieu de le table, hein. Oh mais alors ça, j'en ris encore. Moi, je confonds les genres tout le temps, même en anglais, tu vois. The baguette, le baguette. Mon astuce,
Imaginez des couleurs. Le masculin, c'est bleu, le féminin, c'est rouge. J'ai collé des gommettes partout. Enfin, sauf sur mon chat, ça, il voulait pas. C'est une technique bancale, mais si t'es visuel, ça aide. Et se concentrer sur les phrases types du quotidien. Où sont les toilettes? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je suis perdu. Franchement, qui a besoin de subjonctifs imparfaits avant Noël prochain? Alors là, on en débat tous les deux souvent. Faut-il apprendre un max de mots ou juste ceux du quotidien? Perso, j'ai tenté l'avalanche de vocabulaire. Puis j'ai tout oublié, sauf pamplemousse. Sérieux, ce mot me fait marrer. Mais oui, ce mot est génial. Je suis fan aussi de chouette ou saperdipopette. J'avoue, j'ai fait des concours de mots bizarres avec Sandra, qui s'est arrêtée le jour où elle m'a sorti anticonstitutionnellement. Là, j'ai abandonné. Fallait dire que je gagne au moins une fois. Blague à part, jouer, utiliser des flashcards, mais surtout apprendre les mots de ta vie. Les objets que tu utilises, le café que tu commandes. Sinon, on oublie vite, non? Oui, et si c'est fun, ça rentre mieux. Faut pas avoir peur de rigoler avec les mots. Même si tu prononces grenouille comme gruyère, on s'en fiche. Alors là, tout le monde flippe de parler. Comme si on allait, je sais pas, déclencher une alarme en disant le au lieu de la. Mais faut oser. Ouais, c'est le plus dur au début. Moi, il y a un super truc. Tu répètes à haute voix et tu décides que tu t'en fiches de te tromper. Franchement, j'ai progressé 1000 fois plus vite comme ça. Et les quiproquos, tu connais. Mon préféré, quand j'ai confondu pain, le truc qu'on mange, et pan, comme pan d'un pistolet. J'ai dit à la boulangère, je voudrais un pan, s'il vous plaît. Elle m'a regardé comme si j'étais armée. Honnêtement, si t'as pas au moins une histoire de prononciation loupée, t'as pas vraiment commencé. L'important, c'est de rigoler et, de recommencer demain. Bon, parlons vrai. La panne de motivation, c'est quasi systématique. 3 mois, c'est long, même avec la meilleure volonté du monde. Ah ça, on a tous un jour où on veut balancer le manuel par la fenêtre. Là, faut tester des astuces. Moi, par exemple, la musique m'a sauvée. J'écoutais du Stromae en boucle et je dansais toute seule. Enfin, mon chat m'a jugé fort. Le groupe d'amis, d'accord, ou même un binôme, juste pour dire « Aujourd'hui, j'ai appris 3 mots ». Et bon, je raconte, le karaoké français. C'est bête, mais ça m'a presque sauvé la vie. Je chantais faux, mais j'ai retenu sans expression en 2 soirées. Mais oui, et faut se récompenser. Un épisode de série, une pâtisserie, ou un moment juste à soi. Ça recharge pour repartir, même quand on a l'impression de stagner. 3 mois. Tic-tac, ça arrive vite. Mais comment savoir où t'en es à la fin? Tu fais quoi, Bernard? Petit test, c'est obligé. Ou alors tu jettes une phrase à un ami francophone et tu le laisses rire, ou pas. Le miroir marche aussi. Tu racontes ta journée, même à ton cactus, même si tu inventes tout. Tu mesures le chemin parcouru là. Moi, je n'oublierai jamais ma première conversation entière en français. Je te jure, j'étais rouge comme une tomate. Je suais à grosses gouttes, mais j'étais tellement fière. C'était pas parfait, mais c'était fait. Et aucun prof de grammaire n'est tombé raide devant moi. Donc, on survit. Oui, et l'important, c'est de voir ce que tu peux faire, pas ce que t'as raté. 3 mois, c'est un marathon avec des bosses, mais le fait d'être lancé, c'est le principal. Sandra, si tu devais donner 3 conseils à ton toi du début, tu dirais quoi? 1. Oser rater. 2. Oser reparler. 3. Oser s'en amuser. Et toi? Prends ton temps, ne te compare pas, et chante, même si t'es nul. Tout de suite, ça débloque quelque chose. Avant de finir, une toute petite question express. Publiez en commentaire votre premier mot en français, ou le mot qui vous fait le plus sourire. Moi, je vote clafoutis. Je prends époustouflant. On vous laisse là-dessus. Courage à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures linguistiques. Merci Bernard, toujours un plaisir de déraper en français avec toi. Merci Sandra, et bon courage à vous tous. Gardez le sourire, ça aide plus que n'importe quelle appli. À très vite. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai parcours du combattant. Celui des professionnels de la santé qui ne sont pas francophones, mais qui veulent venir exercer en France.
Pour y voir plus clair, on a épluché pas mal de sources, des guides officiels, des forums, des sites de formation. Et pour que ce soit plus parlant, on va imaginer une personne. On va l'appeler Maria. Disons que c'est une infirmière colombienne, super compétente, 10 ans d'expérience. Elle veut venir bosser en France. La question, c'est simple. Qu'est-ce qui l'attend? On va suivre son chemin étape par étape et on va voir que c'est pas juste une histoire de langue. Alors, allons-y. Première porte d'entrée pour Maria, la langue. Comment elle prouve qu'elle a le niveau? On voit passer plein de sigles. TCF, DELF, TEF, et puis un autre, le DFP Santé. Oui, et là, on touche déjà à un point super important. C'est la première chose à comprendre. Le TCF ou le TEF, en gros, ce sont des tests. C'est une photo de ton niveau à un instant T. Ils sont valables 2 ans, c'est souvent pour s'inscrire à la fac, ce genre de choses. Le DELF, c'est déjà un diplôme, donc lui, il est valable à vie, mais il reste généraliste. Le DFP Santé, par contre, c'est complètement autre chose. C'est ce que les spécialistes appellent le FOS, le français sur objectif spécifique. Ah oui, c'est du français sur mesure pour un métier, en fait. Exactement, c'est du français pour les soignants. J'imagine que ça change tout. Savoir dire « le patient a mal », c'est pas la même chose que « il présente une douleur thoracique aiguë qui irradie dans le bras gauche ». C'est précisément ça la différence. Et elle est vitale. Le DFP Santé, il est conçu pour ça, pour simuler la réalité du terrain. Une des sources qu'on a détaille bien sa structure. Il y a une grosse partie sur ordinateur. Ça s'appelle « Comprendre et traiter l'information ». Et là, on ne te demande pas de parler de littérature, non. On te donne des dossiers patients, des notices de médicaments, des messages audio d'un collègue, et tu dois synthétiser, rédiger des mails pro, des comptes rendus. D'accord, c'est hyper concret, rien à voir avec un exercice de grammaire classique. Et il y a une deuxième partie, j'imagine. Oui, la deuxième partie, c'est interagir à l'oral. Et là encore, c'est de la pratique. C'est un jeu de rôle avec un examinateur. On va simuler une annonce à un patient, un bilan par téléphone à un médecin, une transmission à l'équipe suivante. On évalue la capacité à être clair, précis. Et aussi à s'adapter. On ne parle pas de la même façon à un patient, à sa famille ou à un chirurgien. Les sources donnent même des exemples par niveau. Pour le niveau B1, on demande à notre Maria de pouvoir, par exemple, remplir une fiche de liaison pour un transfert de patient. Voilà, c'est la base de la communication. Ou informer un patient sur son traitement. Et pour le niveau au-dessus, B2, ça se corse. Ah oui, on monte d'un cran. Là, il faut plus seulement exécuter, il faut analyser. On peut lui demander, par exemple, de rédiger une note sur un risque sanitaire pour l'administration. Et à l'oral, un truc typique, c'est expliquer un examen un peu flippant à un patient qui est très angoissé. Et là, on n'attend pas juste les mots techniques. On veut voir si elle arrive à rassurer, à reformuler. À faire preuve d'empathie, quoi. C'est ça. Et ça ne s'apprend pas dans un livre. Au niveau C1, le plus élevé, là, on frôle la maîtrise d'un natif en contexte pro. Il faut comprendre l'implicite, les non-dits, adapter son langage de manière hyper fine. L'empathie doit vraiment se sentir dans le choix des mots, dans l'intonation. On comprend que c'est bien plus qu'un simple test. D'ailleurs, les documents le disent, ce DFP est reconnu par le ministère de l'Intérieur pour une demande de carte de résident. Ça lui donne un vrai poids. Absolument. Pour Maria, c'est une clé. Pas juste pour le travail, pour son intégration tout court. Bon, alors, imaginons. Notre infirmière Maria, elle a bûché, elle a son DFP Santé. L'étape d'après, son diplôme d'infirmière. Elle arrive avec ses 10 ans d'expérience, un super dossier. Et là, une des sources est très, très directe. C'est la douche froide. C'est une douche froide monumentale. C'est peut-être l'info la plus brutale de tout ce parcours. Son diplôme, obtenu hors Union européenne, n'est pas reconnu. Point. Pas d'équivalence. Pour exercer en France, elle doit obtenir le diplôme d'état d'infirmier. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire retourner à l'école. Dans un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers. C'est un truc de fou. Vous vous imaginez le choc, hein? 10 ans d'expérience et on vous dit merci, retour en première année avec des jeunes de 18 ans? C'est ça. Ça pose d'ailleurs de vraies questions sur la reconnaissance des compétences. Mais bon, concrètement, elle a plusieurs options pour retourner à l'école. La source en détaille 4. La première, la plus classique, Parcoursup. Comme une lycéenne. Exactement. L'avantage, c'est que son dossier peut être valorisé. Et surtout, elle peut demander des dispenses. Elle ne refera sans doute pas les 3 ans complets. D'accord. Mais c'est quand même déstabilisant. Et les autres voies? Deuxième voie,
intéressante, le concours de la formation professionnelle continue. Il faut avoir travaillé 3 ans en France, mais dans n'importe quel domaine. Attends, une seconde. Ça veut dire que Maria pourrait arriver, bosser comme serveuse pendant 3 ans, et ensuite passer ce concours pour redevenir infirmière. C'est exactement ça. C'est un chemin long et un peu absurde, mais il existe. Incroyable. Troisième voie, la passerelle universitaire, si elle a déjà validé une première année de santé en France, les fameux PASS ou LAS. Et la dernière, c'est un parcours accéléré, mais c'est très spécifique, pour les médecins ou sages-femmes étrangers. C'est un vrai labyrinthe. Et l'argent dans tout ça? Parce que reprendre des études, ça a un coût. C'est souvent là que ça coince. Absolument. Alors, dans les IFSI publics, la formation est financée par la région, donc gratuite. Mais il reste des frais d'inscription à l'université, la CVC. Dans le privé, par contre, ça peut vite chiffrer, jusqu'à 2 000 € par an. Et pour vivre, au quotidien. C'est là que les aides sont cruciales. France Travail peut aider. Il y a aussi une option très intéressante, le contrat d'allocation d'études. Un hôpital paye ses études, lui donne une petite somme chaque mois, et en échange, elle s'engage à travailler pour eux après son diplôme. C'est un bon deal, ça. C'est du gagnant-gagnant. Et il y a aussi l'apprentissage dès la 2e année. Là, elle devient salariée, elle est payée. C'est sans doute une des meilleures solutions. Ok, donc si on récapitule, on a le diplôme de langue, on a, après un chemin de croix, le diplôme d'État français. On pourrait se dire, ça y est, elle est prête. Mais nos sources, elles suggèrent que le plus dur commence peut-être maintenant, sur le terrain. Oui, c'est exactement ça. Avoir les diplômes, c'est passer les barrières administratives. Mais maîtriser la communication du quotidien, c'est ce qui fait qu'on est un bon soignant et qu'on assure la sécurité des patients. Et là, on a des documents passionnants. Par exemple, une liste sur l'étymologie du vocabulaire médical. Ah oui, c'est comme apprendre le latin pour décoder les maladies. Cardio le cœur, néphro le rein, algie la douleur. C'est ça, une fois que tu as ces briques de base, un mot comme néphralgie, ça n'est plus du chinois, c'est douleur au rein. Logique. Ça permet de devenir autonome, de ne pas juste apprendre par cœur. Précisément. Mais le vocabulaire ne fait pas tout. Il y a la structure. Et c'est là que notre transcription de vidéo sur les transmissions infirmières est une pépite. Oui, cette vidéo, elle montre bien que les transmissions, c'est pas une discussion à la machine à café. C'est un rituel ultra codifié. Parce qu'une info perdue, ça peut avoir des conséquences dramatiques. La vidéo présente plusieurs méthodes. Pour les transmissions écrites, dans le dossier du patient, il y a la méthode CDAR. C'est un acronyme. Cible, données, action, résultat. Ça force à être factuel, efficace. L'exemple donné est très clair. Cible, agitation. Données, patiente avec visage crispé, gémit, des faits. Action, mise en place de l'antalgique prescrit. Ce qu'on a fait. Résultat, patiente apaisée. On évalue. C'est une discipline de faire. On boucle la boucle à chaque fois. Et à l'oral, pour appeler un médecin en pleine nuit, j'imagine qu'on n'y va pas au hasard non plus. Surtout pas. Pour ça, il y a la méthode SAED. Situation, antécédent, évaluation, demande. C'est une trame pour être claire et rapide. L'exemple du mauvais appel, c'est « Ouh, docteur, c'est l'infirmière du 3e pour Monsieur Henry. Il est pas bien, son sucre est haut. » Le médecin est perdu. Il ne sait ni de qui on parle, ni ce qu'on attend de lui. Voilà. Maintenant, le même appel avec SAED. Situation. Docteur, je vous appelle pour Monsieur Henry, chambre 302. Il fait des hyperglycémies répétées. Clair, antécédent. Pour rappel, patient diabétique de type 2. Contexte, évaluation. Sa glycémie est à 3,10 grammes par litre. Il est asymptomatique. Les faits, les chiffres. Demande. Faut-il ajuster le protocole? Voulez-vous venir le voir? La différence est spectaculaire. C'est la différence entre le chaos et la sécurité. Et là, je comprends mieux. Le DFP santé du début, en fait, il prépare déjà à ça, à cette communication ultra structurée. C'est pas juste un test, c'est une initiation au code du métier. C'est un excellent point. Tout est lié. L'évaluation de la langue est déjà une première étape vers cette culture de la communication de haute précision. La vidéo parle même d'un dernier outil, la macrotible, quand on transfère un patient. On utilise une autre méthode, MTVED. Maladie, traitement, vécu, environnement, devenir. On brosse un portrait complet du patient. Pas juste sa maladie, mais aussi comment il la vit, son entourage, les objectifs. On ne transfère pas un dossier, on transfère une personne. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, le parcours de Maria, c'est bien plus qu'une liste d'examens à passer. C'est une acculturation, une immersion dans un monde avec ses propres codes, ses rituels, son langage. Oui. Si on résume, on a donc un processus en 3 temps.
3 montagnes à gravir. D'abord, la validation de la langue, avec ce DFP santé qui semble plus adapté. Ensuite, la validation du diplôme. Le choc, le retour à l'école. Et enfin, l'étape la plus longue peut-être. Maîtriser cette communication de terrain, des racines grecques des mots jusqu'au protocole comme CA et D. C'est un parcours extraordinairement exigeant. Ça demande pas seulement des compétences, ça demande une humilité folle d'accepter de tout réapprendre. Et ça nous rappelle une chose essentielle. Dans le soin, la communication, ce n'est pas un plus, ce n'est pas une soft skill, c'est un acte de soin à part entière. Une transmission bien faite, c'est aussi important qu'une piqûre bien faite. C'est de la haute précision. Et pour finir, toute cette analyse soulève une dernière pensée. On a beaucoup parlé de la communication entre professionnels. Tout est très codifié pour la sécurité. Mais tout ça, c'est au service d'une seule personne, le patient. Et la question qui reste en suspens, c'est comment on se prépare à la communication avec eux, avec des gens qui ont peur, qui ne comprennent pas, qui viennent de cultures différentes. Comment notre infirmière Maria, elle va apprendre à décoder pas seulement le langage de la médecine, mais aussi le langage non dit de ses patients. C'est peut-être ça la dernière étape, la plus humaine de ce long voyage.